l'espace Saint-Laurent. Donc ce soir, nous allons pouvoir admirer les œuvres d'Édith Delattre, qui a choisi pour ses dernières créations des vanités. C'est un vaste sujet, et un sujet très ancien. Ce soir, nous avons la chance d'accueillir Michèle Wurstthorn, historienne d'art, conférencière accréditée par les musées nationaux. Merci Michèle d'avoir accepté cette invitation. Et pour commencer, 2 questions. Y a-t-il un lien entre les vanités et les trompe-l'œil? Car également, nous aurons le plaisir de pouvoir admirer les œuvres d'Édith et ses fameux trompe-l'œil. Qu'est-ce qu'un trompe-l'œil? Tu nous l'expliqueras tout à l'heure, mais c'est plutôt la vanité d'abord. D'accord, je l'espère. Voilà, bonsoir à tous et à toutes. Donc, on va se plonger sur l'histoire des vanités. Donc, la vanité, c'est une représentation allégorique de la fragilité de la vie humaine et de la fatuité de ce à quoi l'être humain s'attache durant celle-ci. Les éléments symboliques les plus courants pour exprimer la vanité sont la mort, le temps qui passe, la vacuité des passions et activité humaine. Alors le nom de vanité vient de la phrase d'ouverture du livre de l'Ecclésiaste de l'Ancien Testament. Vanitas vanitatum et omnia vanitas. Vanité des vanités et tout est vanité. Tout comme le memento mori, souviens-toi que tu vas mourir, auquel il est souvent associé, le thème de la vanité est un rappel de l'éphémère condition de l'existence, très prisée par les peintres, il l'est aussi par les écrivains, et Sylvie Dubois nous partagera certaines considérations épistolaires. Si vous regardez la première photo introductive qui est sur l'écran, eh bien, je peux vous dire que sur la gauche, vous avez une vanité, et sur la droite, vous avez un trompe-l'œil. Voilà. Donc, les origines de la vanité viennent de l'Ecclésiaste. Si on doit traduire le terme, vanité signifie littéralement souffle léger, vapeur éphémère. Le message est de méditer sur la nature passagère et vaine, d'où vanité, de la vie humaine, l'inutilité des plaisirs du monde face à la mort qui guette. Alors, là, vous avez la première vanité européenne retrouvée, qui est absolument exceptionnelle, qui est une mosaïque avec un crâne du 1er siècle après Jésus-Christ. Elle provient d'un triclinium, c'est-à-dire d'une salle à manger de jardin à Pompéi. Elle était exposée dans la maison du Collège des architectes, une maison des maçons. Le thème est beaucoup plus ancien, le thème est d'origine hellénistique. C'est une transposition visuelle de la mort à plein tout. Chaque objet est chargé d'une valeur symbolique. La disposition du niveau et des bâtons. Je ne sais pas si vous voyez bien mieux ça. Chaque objet imite la structure architecturale d'un édifice qui abrite les objets principaux. Sous le crâne, vous avez la roue de la fortune qui tourne éternellement après le passage de Némésis, tandis que là, le papillon s'envole et quitte le corps. Némésis, c'est la déesse grecque de la vengeance, c'est la fille de la nuit, et elle représente la justice distributive et le rythme du destin. C'est elle qui châtie les mortels qui vivent dans un excès de bonheur. À droite, sont accrochés le bâton et la besace des vagabonds et des philosophes mendiants, emblème de la pauvreté. À gauche, un sceptre entouré du ruban royal en laine blanche qui est suspendu avec une pièce d'étoffe pourpre, symbole de richesse et de pouvoir. Donc l'intéressant, c'est de voir que l'équerre met symboliquement sur le même plan le bâton du mendiant et le sceptre du roi. Dans ce memento mori très explicite, le mosaïste oppose la mort à l'âme, tous deux arbitrés par le destin. La fonction de cet emblémata était de rappeler concrètement la fugacité du bonheur terrestre, l'idée de mort aux convives, mais attention, il ne s'agit pas de craindre la mort, mais de jouir de l'existence terrestre en pleine connaissance de la brièveté de la vie, reprenant le carpe diem, cueille le jour sans te soucier du lendemain, du poète Horace du 1er siècle. Jusque-là, tout est gai. Après, ça va un peu changer. Donc là, on passe au Moyen-Âge.
Le Moyen-Âge, nous sommes dans un monde où la dévotion religieuse dominait la totalité de la vie sociale et la conditionnait jusque dans ses aspects politiques et économiques. Le thème des vanités va connaître un succès absolument fulgurant. C'est aussi une période de nombreuses épidémies et de guerres. Donc on va voir ensemble 3 thèmes iconographiques du Moyen-Âge qui seront monnaie courante à l'époque. Donc ici, vous avez d'abord, au travers de cette miniature du maître d'Édouard IV, vous avez le thème des 3 vivants et des 3 morts, qui a acquis une très très grande notoriété. Il offre un fil conducteur nécessaire pour reparcourir l'évolution du motif de la vanité dans l'image du squelette qui parle et avertit. C'est le conte de 3 chevaliers, jeunes, beaux, intelligents, je ne sais pas, mais heureux, en tout cas, qui se retrouvent soudain face à 3 tombes ouvertes, où ils aperçoivent les squelettes qui leur rappellent la caducité de l'existence. C'est un thème qui apparaît dans de nombreuses traditions figuratives de l'Europe médiévale et qui accompagne souvent cette phase de la culture chevaleresque comme commune à toutes les cours européennes. À droite, ça c'est une danse macabre. Ce sont 2 danses macabres. Donc les danses macabres, ce sont des classiques farandoles qui faisaient alterner un mort et un vivant. Donc ça, ce sont les 2 premiers sujets liés au Moyen-Âge. Le plus impressionnant, alors déjà vous avez les tailles, je vous ai mis les tailles, donc 6 mètres sur 6 mètres 42, c'est le thème du triomphe de la mort. Ce thème de triomphe de la mort, c'est le squelette sur son cheval qui va donc faucher les existences des humains et qui va devenir le symbole de l'égalité de tous face à la mort. Ça, c'est un exemple de fresque qui vient d'un palais de Palerme, c'est le palais Sclafani, qui a été déposé et remis maintenant au palais Arakellis. Voilà. Au XVe siècle, on reste encore dans une iconographie qui est sacrée, comme nous le montre cette fresque qui vient de Santa Maria Novella de Florence, qui représente une trinité donc, réalisée par le grand peintre Masaccio de 1426-1427. Vous avez la trinité, mais vous avez surtout le squelette en dessous. Voilà. Ce squelette, il parle dans la fresque. C'est l'homme lui-même. L'humanité que le Christ est venu racheter selon la doctrine de l'Église. Mais c'est aussi l'homme universel qui médite sur l'image de la mort et met en garde tous ses semblables contre la vanité des choses humaines. Au-dessus de lui figure la phrase « J'ai été ce que vous êtes et ce que je suis. Vous le serez vous aussi. » Tu nous parles d'iconographie sacrée, mais les choses vont-elles changer à partir de la Renaissance? Tout à fait. Tout à fait. À partir de la Renaissance, nous allons avoir une distinction entre iconographie sacrée, qui va devenir très sobre, et une iconographie profane qui sera liée à l'humanisme, qui va être beaucoup plus riche. Premier exemple, c'est ce tableau absolument exceptionnel de Hans Holbein le Jeune, qui est un peintre, graveur allemand, né à Augsbourg, qui est mort à Londres, qui est le fils de Hans Holbein l'Ancien, auprès duquel il s'est formé. La famille va passer en 1515 à Bâle, qui est un haut lieu de l'humanisme, et il va se lier à Erasme. Et puis, il va partir en 1526, fuyant la Réforme, il va partir pour Londres, où il va connaître l'apogée de sa carrière. Le tableau que je vous ai choisi, ce sont les ambassadeurs. C'est une des plus belles représentations, c'est l'œuvre la plus ambitieuse de l'artiste, puisque vous voyez, elle fait 2,47 sur 2,80 m. Et elle représente effectivement 2 ambassadeurs. Cette œuvre a été commanditée par Jean de Dinteville, qui est le personnage qui se trouve à gauche. Et il est représenté ambassadeur de France en Angleterre. Il est représenté avec Georges de Selve, évêque de Lavaux, qui fut lui aussi occasionnellement ambassadeur. Quel est l'intérêt et la particularité de ce tableau? C'est qu'il nous figure la première anamorphose que vous avez ici. Voilà. Ce serait lui qui aurait inventé donc, cette anamorphose. C'est une technique qu'il a inventée. C'est une image qui n'apparaît que quand on change d'angle de vue. C'est une déformation visuelle qui ne peut être corrigée qu'avec un instrument d'optique, provoquant la stupeur et l'émerveillement de l'observateur. Alors, comme je suis vraiment très gentille,
je vais provoquer la stupeur et l'émerveillement, puisque je vais vous la reconstituer. Donc, quand elle est reconstituée, voilà ce que ça donne. Là, voilà. Ah oui, quand même. Elle est belle, hein. Là, la photo, c'est magnifique, c'est vraiment super. Donc, j'ai pas fini quand même avec ce qu'ils ont entre eux, mais donc vous avez cette anamorphose qui est vraiment tout à fait remarquable. C'est la métaphore du passage de la laideur apparente à la beauté. Elle met en garde et elle éduque. Elle démontre que la gloire, la sagesse, le bien-être et la tranquillité des ambassadeurs ne sont que de vaines valeurs. Mais quels sont les objets qui sont représentés de part et d'autre des personnages? Non, entre les deux personnages, pardon. Nous avons, ce sont un ensemble d'objets qui se rattachent au quadrivium, c'est-à-dire aux 4 sciences mathématiques des arts libéraux, arithmétique, géométrie, musique et astronomie. Donc nous reconnaissons une sphère céleste, une horloge solaire cylindrique, nous avons un cadran blanc, derrière un cadran solaire, ici. Nous avons un très beau livre avec une reliure rouge, mais un fermoir qui est doré. Sur l'étage inférieur, nous avons une sphère terrestre, un bloc terrestre, un livre de mathématiques qui est à demi ouvert, et qui est à demi ouvert par un équerre, et qui est ouvert à la page des divisions. Nous avons un compas, nous avons un luth, un livre de quantique et 4 flûtes dans l'œuvre étui. Sous l'étagère, à gauche, vous avez l'étui du luth. À l'arrière-plan, vous avez un rideau de velours vert magnifique, dont un repli révèle à peine, à l'extrémité gauche, un crucifix. Ça, c'est très important. Ben voilà. Alors, j'ai eu la chance de trouver la bonne représentation parce que quand on cherche cette représentation, souvent les cadrages sont coupés et le crucifix n'apparaît pas. Donc là, je n'avais pas envie de parler dans le vide. Donc, je voulais que vous voyez le crucifix. Tout est magnifique, hein. Richesse du pavard, des habits portés. Jean de Dinteville porte une dague ici, avec la mention de son âge, il a 29 ans. Et sur son béret est accrochée une broche figurant un crâne. Donc c'est l'œuvre la plus ambitieuse de l'artiste, qui deviendra le portraitiste officiel d'Henri VIII, mais qui va mourir en pleine gloire à l'âge de 46 ans de la peste. Voilà. Pauvre homme. Mais oui. Alors, au XVIe siècle, on peut citer le prince des poètes et le poète des princes, Pierre de Roncelard. Il nous avertit de l'aspect éphémère de la vie avec « mignonne, allons voir si la rose », puis « une telle fleur ne dure que du matin jusqu'au soir ». Donc, si vous me croyez mignonne, tandis que votre âge fleuronne dans sa plus verte nouveauté, cueillez votre jeunesse. Comme à cette fleur la vieillesse fera dernier votre beauté. Mais oui, je t'en prie. Alors là, on a vu un aspect de l'iconographie profane. Maintenant, on dit au revoir au crâne et on passe à la même époque à l'iconographie sacrée. Et vous allez voir, elle est vraiment très simple, très limitée. Premier exemple, ici, Albrecht Dürer, voilà, célèbre peintre et graveur originaire de Nuremberg, avec son Saint Jérôme dans son étude. Alors c'est une œuvre qui a été exécutée pendant son séjour aux Pays-Bas, et il va choisir un homme de 93 ans, et oui, en 1521, qui l'avait beaucoup impressionné. Elle illustre le thème de la vanité à l'iconographie religieuse. Il a réalisé de nombreuses variations, et celle-ci est celle qui va présenter le plan le plus rapproché sur Saint Jérôme. Le doigt est pointé sur le crâne, nous communiquant un message de renoncement aux vanités du monde. La présence du crucifix, là, beaucoup plus facile à voir, y fait aussi référence. Les lignes de force font converger le regard des spectateurs de l'encrier à l'étagère du porte-livre en insistant sur le crâne. Donc la sobriété, elle va être accentuée pendant tout le XVIIe siècle avec ses vanités religieuses, avec un autre exemple qui est celui du Saint Jérôme écrivant du Caravage.
Donc là, tout à fait remarquable, avec ce jeu, bien sûr, de clair-obscur, mais également avec, ici, deux autres exemples. Le Saint François d'Assise dans sa tombe de Francisco de Zurbarán, et surtout la Madeleine haut de flamme de Georges de la Tour. Georges de la Tour, c'est un peintre lorrain, au confluent des cultures nordiques, italiennes et françaises. C'est un observateur pénétrant de la réalité quotidienne, dont le goût prononcé pour les jeux de l'ombre et de lumière fait de lui un des continuateurs les plus originaux du Caravage. Marie-Madeleine est assise devant une table sur laquelle figure une bougie, et cette bougie va se refléter dans son miroir, d'où cette notion de double flamme. Elle médite sur la vie et sa fragilité, évoquée par le crâne et la flamme éphémère et tremblante. Au XVIIe siècle, de nombreux sonnets mettent aussi en garde les lecteurs, comme celui de Jean-Baptiste Chassinier. Songe, songe mortel à ce que deviendra, dessous le noir tombeau, ta forme corporelle. Tes eaux poudres seront. Ta luisante pulpe prunelle s'éteindra, et du fond des orbites chérin, le ver insidieux, vorace se pètera, délicieusement de ta tendre cervelle. Oui. Par contre, la sobriété est inexistante dans les vanités profanes du XVIIe siècle, dont c'est l'âge d'or. Le répertoire des vanités va s'enrichir et devenir très complexe. Effectivement, le XVIIe siècle, c'est vraiment l'âge d'or. Là, on peut passer plus de 2 heures sur toutes les vanités. Déjà, je vous en ai mis quelques-unes, vous allez voir. Le genre va s'épanouir dans les années 1620 à Leyde et à Haarlem, donc aux Pays-Bas, dans une atmosphère religieuse et intellectuelle marquée par le calvinisme, même si, quand il essaimera dans le reste de l'Europe, la contre-réforme y trouvera aussi son compte. Alors, répertoire des vanités, puisqu'on vous dit que c'est complexe, on a classifié ces vanités dans 3 groupes. Le premier groupe évoque la vanité des biens terrestres. Donc, livres, instruments scientifiques, art pour la vanité du savoir, argent, bijoux, pièces de collection, armes, couronnes et sceptres pour la vanité des richesses et du pouvoir. Pipe, vin, là déjà, vous avez ça. Pipe, vin, instruments de musique et jeux pour la vanité des plaisirs. Ça, c'est le premier groupe. Le deuxième groupe évoque le caractère transitoire de la vie humaine, d'où on retrouve notre petit crâne, squelette, mais aussi mesure du temps, montre, là vous en avez un exemple ici, montre, sablier, bougie et lampe à l'huile, et voilà. Mais aussi les fleurs qui se fanent. Et le troisième groupe contient les éléments qui sont les symboles de la résurrection et de la vie éternelle. Donc on va voir des épis de blé et des couronnes de laurier. Donc je vous ai concocté un petit ensemble justement de ces vanités. Je ne vais pas les décrire complètement, vous avez bien retenu déjà les 3 mots, autrement vous viendrez après et puis vous ferez la liste. Mais voilà, donc avec Peter Klaas, nous avons le crâne, nous avons la montre, nous avons les livres. Vous avez ici avec Peter Van Arad la nature morte au pic et à la cruche de grès. Et puis, alors ça c'est mon chouchou. Wilhelm Klaas est là, donc avec cette nature morte au bocal doré, là, rien qu'avec ça déjà, on fait la totalité du répertoire. Avec des jeux qui sont des jeux d'une virtuosité tout à fait exceptionnelle, avec, en prenant chaque matière différente et la lumière qui va se refléter dessus. Donc c'est ça qui va aussi être important. Et on est déjà ici un peu limite avec le trompe-l'œil, on verra tout à l'heure, avec notamment les assiettes qui débordent de la table, alors qu'on est bien sûr sur un support en 2 dimensions. Et puis le temps qui passe, il y a le citron aussi, donc qui va passer. Je vous parlais des fleurs, voilà, donc ici Abraham Mignon, avec la nature comme symbole de la vanité et la nature morte aux fruits, huîtres et compotiers de porcelaine. Donc on va mettre en évidence des fruits, mais pas n'importe lesquels, puisqu'on a la grenade, qui est aussi un symbole de l'église, avec tous les grains qu'elle possède à l'intérieur. Et puis, les pièces très riches qui viennent de la compagnie des Indes. Il faut bien quand même reconnaître que nos amis les Néerlandais étaient très forts dans ces retours
Et on a aussi, alors c'est ça qui est intéressant, vous avez des mèches qui se consument. Vous avez des chenilles, vous avez des escargots aussi, qui seront beaucoup plus présents, voilà, beaucoup plus présents dans les fleurs, avec Willem van Eyck, naturellement à la montre, qui se trouve ici, et puis quand même Rachel Ruysch. Pour le XVIIe siècle, on a 25 femmes qui sont répertoriées, et Rachel Ruysch est vraiment une des plus importantes. Les femmes peintres étaient soit filles de peintres, soit femmes de très bonnes conditions sociales qui avaient appris la peinture. Elle, c'est les deux. Donc son père est peintre et elle va en plus elle va épouser un artiste peintre très célèbre. Donc on a cette présentation absolument exceptionnelle avec des compositions pyramidales. Les fleurs sont au centre et elles vont être renforcées par les feuilles, qui sont donc tout autour. Je vous parlais aussi des symboles de la résurrection et de la vie éternelle, Simon Renard de Saint-André, avec deux représentations. Vous avez celle-ci, bon, on a les bulles de savon aussi, et vous avez surtout la couronne de laurier autour du crâne. Mais oui, l'immortalité, elle peut être chancelante. Donc vous avez le même artiste, et vous voyez que le crâne, il a basculé, et la couronne de laurier aussi. Voilà. Maintenant, ce n'est pas uniquement aux Pays-Bas que nous allons trouver des vanités très intéressantes. Vous avez ici Antonio de Pereda, qui est un Espagnol, qui vous montre donc un ange exceptionnel qui démontre justement la chute au XVIIe siècle de l'Empire espagnol. Vous avez le Camée avec Charles Quint, avec le globe terrestre montrant que l'Empire de Charles Quint va couvrir donc l'Europe orientale jusqu'aux Amériques. Mais vous avez également donc, ces éléments qui viennent d'Armure et qui symbolisent toutes les guerres qui sont nécessaires pour assurer donc, le maintien de l'Empire, mais qui est vraiment en très grand déclin. Et vous avez ici, alors je ne sais pas si vous le voyez bien, mais vous avez le crâne au premier plan et vous avez en dessous deux mots, c'est omne fini, tout est rien. Donc ça permet aussi de méditer. Là, on va avoir le grand tableau des Flamands, Jan Bruegel de Lourdes et Pierre-Paul Rubens. Une particularité du XVIIe siècle, chez les Flamands, ce sont des tableaux qui sont quasi toujours faits à plusieurs mains. On demande à chacun d'exprimer sa spécialité. Donc Pierre Bruegel, ce seront les corps harmonieusement proportionnés. Et Jan Bruegel, eh bien, ce sont tous les objets qui vont être repris. Et là, on a vraiment, là c'est vraiment l'ensemble complet de ces vanités. Et même à l'arrière-plan, vous avez des vivants, puisque ici on est dans une allégorie, et derrière, vous avez des vivants qui mangent, qui montrent la gourmandise et la tempérance. Et bien, puisqu'on parle de manger, moi je vous propose du Bouddha. Voilà, trois cafés. Donc on va rester dans ces natures. Donc là aussi, voilà, petit clin d'œil au trompe-l'œil avec l'assiette qui est en porte-à-faux. Et puis le Bouddha qui est exceptionnel. Les verres, revers, donc j'espère que vous n'avez pas trop faim. Alors on va revenir aux choses plus sérieuses. Là vous avez Albert Jans Vanderschoot et avec ses crânes, vous avez 6 crânes. Et la particularité de cette représentation, c'est que les 6 crânes présentent chacun une vue différente. Voilà. Vous avez des pivoines familles, des pauvres petites choses. Et en face, il y a David de Heine, qui était le plus grand spécialiste des natures mortes avec des livres. Alors, ça paraît simple comme ça, mais pour vous représenter toutes les pages, eh bien, il retournait sa brosse et il soulevait la matière pour vous donner l'intégralité des feuilles. Voilà. L'Italie n'était pas en reste, avec
Le Caravage, avec le garçon à la corbeille de fruits, il est d'autant plus magnifique qu'il date de 1596, donc c'est le début de la carrière du Caravage. Il n'est pas encore vraiment dans ses clairs-obscurs, mais ce qui est marrant, c'est qu'il travaillait pour un peintre qui s'appelait le Cavalier d'Arpin, et que le Cavalier d'Arpin l'avait choisi pour sa spécialité, qui était les corbeilles de fruits. Donc il était nettement mieux dans les fruits que dans les êtres humains. Enfin, ça n'engage que. Ici, scène de genre aussi, Giovanni Martinelli, Memento Mori, la mort vient à table. Nous sommes dans une scène de genre, des amis, donc c'est très convivial. Vous avez superbe gâteau, vous avez un joueur de lutte, et là, vous avez à droite la mort avec son sablier qui entre et qui va poser sa main sur le jeune homme, qui se retourne en mettant sa main aussi sur son torse en disant « moi ». Et ce qui est intéressant, c'est de voir que le joueur de lutte, il fait « ah, ben, c'est pas pour moi qu'elle vient ». Là, vous apercevez un serviteur, il y en a un autre, mais il est assez caché, avec la caractéristique, c'est le côté très goutte de goutte dans les présentations des serviteurs. Et puis là, les deux jeunes femmes, il y en a une qui explique à l'autre qui ne comprend pas ce qui se passe. Voilà. Et puis, trop beau, lui, voilà, Luigi Miradori, Digeno Vesino, avec le Cupidon endormi. Et on va avoir justement ce type de représentation profane, puisque c'est Cupidon, mais qui symbolise aussi Jésus. Et vous avez donc le drame, donc on mêle les deux. C'est un bel exemple justement où on mêle la vanité profane et sacrée, en sachant que vous avez Tulipe et Narcisse, qui sont des symboles de décomposition. Aussi. Voilà. Et qu'en est-il du fameux trompe-l'œil? Nous arrivons au trompe-l'œil. Alors, comme son nom l'indique, le but de la représentation d'un trompe-l'œil est de nous rendre plus réels que réels les éléments peints. La tradition est très ancienne. Elle remonte au 5e siècle avant Jésus-Christ, avec une joute très célèbre entre deux peintres qui s'appelaient Zeuxis et Paradios. Et le premier fait un tableau avec 2 grappes de raisin et un jeune homme. Et 10 secondes après, un oiseau vient et plonge sur la grappe de raisin. Il dit, ça y est, c'est moi, j'ai remporté. Et Paradios arrive avec un tableau recouvert d'un voile. Et Zeuxis lui dit, bah oui, mais j'aimerais bien avoir ton tableau, enlève le voile. Et il dit, non, c'est mon tableau. Donc il reconnaît qu'il a été bluffé par la représentation du voile qui avait été repris. Mais la technique du trompe-l'œil va nous être plus décrite par le plasticien qu'est Éric. Alors, le trompe-l'œil place ainsi souvent la facture en première lecture avant même l'intérêt du sujet. Pour atteindre l'effet optique désiré, l'artiste jouera sur les transparences et les opacités que permettent la peinture, invitant ainsi le spectateur à pénétrer dans les profondeurs de l'œuvre ou au contraire de voir sortir un objet ou un personnage hors de la toile. Le peintre abusera le regard par des ombres et des lumières posées à dessein. Il appuiera parfois un détail sur le bord du tableau ou plus largement construira la perspective de son sujet en cohérence avec la perspective réelle de l'espace environnant, afin de l'intégrer à celui-ci. Le choix des couleurs et des lumières respectera cette même liaison pour parfaire l'ensemble. Trompe-l'œil et vanité. L'un désigne une matière, l'autre un sujet, l'un la forme, l'autre le fond. Le trompe-l'œil est une manière ou un genre qui se prête à n'importe quel sujet, souvent nature morte, mais aussi scène de genre, paysage, portrait, et donc aussi vanité. L'illusion occupant le devant de la scène par rapport au message. Si on devait établir un lien entre les deux, on pourrait voir dans la manière du trompe-l'œil l'expression de la représentation formelle, temporelle, d'une matérialité illusoire, et dans le sujet de la vanité, la conscience et le sens de la vie, du statut du mortel et d'une spiritualité éternelle. On peut dire que le trompe-l'œil illustre de façon idoine ce que la vanité dénonce. Tout à fait. Et moi, si je peux ajouter bien sûr quelque chose,
notamment dans les œuvres que vous voyez, j'ai choisi Kees Brecht, qui est un artiste flamand. Je vous montrerai juste après Jean-François Delemotte. Ce qu'il faut essayer de... C'est pas facile, hein, mais il faut essayer que vous mettiez bien dans la tête, c'est qu'ils vont renoncer à la peinture de chevalet et que ce que vous voyez là était intégré à l'intérieur du mur. C'est en ce sens que le trompe-l'œil était important. Donc quand on entrait dans la pièce dans la envie d'ouvrir, on pensait qu'on pouvait ouvrir donc, les volets. Et ce que vous voyez, ce sont des vanités aussi. Donc c'est pour ça qu'on parlait des vanités. Et un autre exemple aussi très très frappant et remarquable, voilà Jean-François Delemotte, qui est originaire de Tournai. Et c'est pareil, donc c'est intégré, déjà ça donne une impression faux bois, et donc c'est intégré dans le bleu. Aujourd'hui, on a un peu plus de mal parce qu'elles ont été désolidarisées de leur lieu d'exposition, mais c'est ça qui va aussi être intéressant. L'âge d'or, c'est aussi au XVIIe siècle. Mais alors, comment on peut expliquer le désintérêt pour le sujet au XVIIIe siècle? Alors, on va changer d'esprit, on va changer de conditions. La vanité va vraiment perdre sa superbe. L'art de l'illusion prend le pas sur une fonction symbolique qui est de plus en plus affaiblie. Donc, parallèlement à ça, on aura donc plus de trompe-l'œil que de vanité. Donc, c'est la vanité qui va disparaître. Le siècle des Lumières, avec sa philosophie du bonheur et ses courants de pensée matérialistes, n'est guère propice à ses considérations existentielles, et la Révolution accélère le processus. Donc il faudra attendre le XIXe siècle pour avoir la résurgence de ces vanités, avec voilà, deux artistes très importants, plutôt début du XIXe avec Théodore Géricault, et célèbre pour le radeau de la Méduse, mais pas que. Mais lui, la particularité, c'est que les crânes, il va les chercher dans les cabinets de dissection. Voilà, donc il va les chercher, donc ce sont des vrais crânes qu'il va représenter. Et puis, celle qui est absolument géniale, que je ne connaissais pas, et pourtant elle est conservée au musée Van Gogh, c'est ce squelette qui fut. Voilà, qui date du début de la création de Van Gogh, qui pourrait être repris sur les paquets de cigarettes. Effectivement, parce qu'elle est très moderne, la maison je ne fume pas. Et donc vous avez en plus la fumée, donc c'est absolument génial. La tête, le crâne va plus s'inscrire aussi dans un accessoire. Donc on va quand même perdre une certaine symbolique. Là vous avez deux œuvres de Cézanne, là aussi début de sa carrière, travaillé intégralement au couteau avec la nature morte, crâne des chandeliers de 1866. Et 30 ans plus tard, le jeune homme à la tête de mort qui va lui servir de support de méditation. Et que dire du XXe siècle et de notre époque contemporaine? Alors, le XXe siècle, je vais tout de suite vous mettre en condition, le XXe siècle est marqué par de nombreuses guerres meurtrières. Les plus marquantes sont bien sûr les deux guerres mondiales qui ont engendré des tueries de masse. Ces dernières vont engendrer l'effondrement des grandes pensées humanistes. On va alors voir apparaître un renouvellement des valeurs, plus axé sur l'efficacité et le capitalisme. Cela a ainsi créé un nouveau rapport à la mort. Ce rapport montre qu'il y a une absence de corps et de traces. L'interprétation des vanités va devenir plus subjective, ce qui laisse plus de place à la pensée de l'artiste. Les artistes prennent le contre-pied de la religion, ils la critiquent, tout comme la société de consommation. Il y a ici un lien fort avec le but originel de la vanité, qui est de critiquer l'envie d'abondance et le matérialisme. Donc ça va engendrer une mise en scène burlesque des vanités en prenant des produits de la société de consommation portés en dérive. On a aussi une nouvelle façon d'envisager, mais surtout de représenter la vanité, avec des codes qui se renouvellent. Les pensées restent les mêmes. On est sur le temps, sur la mort, mais elles s'inscrivent de manière tout à fait différente. Elles sont traitées, donc le discours devient plus dur, cynique et nihiliste. C'est vrai, à notre époque, par la durée de vie, par la technologie, par la communication, nous n'avons plus la même perception du temps.
La science, la médecine ont modifié notre rapport aux souffrances physiques et à la mort. Ainsi, aujourd'hui, comme jadis, l'art se fera reflet de son temps, tout en perpétuant l'éternel questionnement. Et en littérature, Michel, le ton est aussi donné par de grands écrivains et philosophes. Colette disait « La mort ne m'intéresse pas, la mienne non plus ». Et l'épitaphe de Marcel Duchamp. D'ailleurs, ce sont toujours les autres qui meurent. Ou celle d'Alphonse Allais. Si j'y allais sans retour. Pas mal non plus. On va finir avec Sioran. Ma mission est de tuer le temps et la sienne de me tuer à mon tour. On est tout à fait à l'aise entre assassins. c'est génial. Je trouve ça. Voilà. Donc là, moi, je vous ai choisi quelques diapositives, justement, quelques représentations, pour vous montrer la diversité extrême entre les différents artistes. Alors évidemment, moi je commence par Clovis Trouille, parce que j'aime beaucoup Clovis Trouille. Alors, Clovis Trouille, c'est un surréaliste. Il s'est spécialisé dans les jeux de mots, les jeux d'images. Ce sont des véritables rébus, mais avec un message très subversif, scandaleux, sulfureux. Ces deux thèmes de prédilection, c'est l'amour et la mort, donc Eros et Thanatos. Il travaillait dans une imprimerie, c'est ça qui est intéressant, dans une imprimerie où il faisait des montages photographiques, voilà, des montages photographiques qui servaient à des catalogues publicitaires de luxe. Et donc, sur le côté, il sortait des motifs comme ça. Et donc, chez lui, il faisait des tableaux comme La complainte du vampire. Il était adjubé par le maître du surréalisme, André Breton, et lui était très, très, très indépendant. Donc, ça ne l'intéressait pas. Il ne voulait pas vendre, et il disait peindre pour mériter 10 ans de prison. Voilà. Il lance un défi à la société qui, selon lui, nous amène en esclaves jusqu'à la mort. Ni l'amour, ni la mort ne sont aveugles. Voilà. Ça, c'est Clovis Trouille. Et puis, bien connu, voilà, Salvador Dali, avec le crâne, avec danseuse. Cette représentation est très intéressante. Il l'a signée, en fait, en 67, mais ça a été réalisé, c'est une maquette, je veux dire, c'est une huile sur toile qui a été réalisée en 39 et qui va être réalisée en costume. Donc en costume pour son ballet bacchanal, qui est un ballet qui a été présenté en 1939. Donc il faut imaginer que la ballerine qui dansait, voilà, portait donc un habit avec des dents qui étaient faites avec des sacs cousus en bas de son... voilà, c'est ça, en bas de son tutu. Voilà. Et donc... Dali est aussi très très connu pour ses anamorphoses aussi. Donc là, il y a un jeu sur le crâne, on n'a pas besoin de le reconstituer, mais il y a un jeu sur le crâne et la jeune danseuse. C'est lié aussi à l'allégorie du squelette de la jeune fille à la mort aussi, mais aussi Eros et Thanatos. Voilà. Là, Georges Braque. Voilà. L'atelier au crâne, 1938. C'est une période où de nombreux artistes vont justement se remettre sur des représentations de nature morte dans un contexte politique qui est très très sombre. Et là, c'est un clin d'œil que Braque fait à Picasso, en fait, qui est en colère et qui a fait Guernica un an avant. Donc lui, il va jouer des matières, des couleurs, il va opposer la palette trouée du peintre que nous avons ici, qui redonne vie aux choses, et une tête de mort aux orbites vides, qui est une menace de destruction. Alors ça, là c'est trop cool. Daniel Spoerry. Daniel Spoerry, il est mort l'année dernière. C'est un des grands artistes. Alors, il n'est pas peintre, il n'est pas sculpteur, il était danseur, metteur en scène et décorateur. Et il va faire partie, en 1960, d'un mouvement exceptionnel qui s'appelle les Nouveaux Réalistes. Et c'est un mouvement qui va réunir d'abord une douzaine d'artistes, puis ça va s'étoffer, qui ont un langage particulier
particuliers, mais qui ont surtout une volonté de travailler sur la figuration. Donc travailler sur la figuration par rapport à l'ambiance générale qui était celle de l'art abstrait. Et donc, alors j'ai choisi deux œuvres de Spoili, donc avec un langage qui est quand même très amusant, moi je le trouve. Donc il va réaliser ce qu'il appelle des tableaux pièges. Et là vous avez la lionne et le chasseur. Donc il va opposer un tapis. Il va opposer un tapis avec un squelette et un fusil. Voilà, lequel est mieux. Donc en plus, vous avez le squelette qui s'accroche au tapis. Là, il est tout propre, hein. Donc là, il n'y a pas de problème. Je vous parlais des tableaux pièges, c'était aussi un cuisinier. C'était un cuisinier et il avait ouvert une cantine. Et donc, vous venez dans sa cantine. Alors, en fonction du jour que vous aviez réservé, vous pouviez avoir un plat du sud-est ou un plat conservé dans une prison. Ça dépendait. Voilà. Je préfère quand même le test le sud-ouest. Et vous mangez. Et après, eh bien, regardez comme c'est beau. On ne débarrasse pas. On ne débarrasse pas, on colle les objets. On les colle et on les accroche chez soi. Voilà, donc vous avez un tableau. Donc, il va être aussi placé avec ces tableaux pièges dans le registre du trompe-l'œil. Donc, il cherchait à capter des instants de réalité. C'est mis sous verre, hein. Donc en plus, il n'y a aucun risque que ça sente. Et ça va rester, c'est pas fixé hein, par une matière, mais voilà aussi. Bon. Donc voilà, on en a énormément de tableaux pièges. Et puis, faisant partie aussi des nouveaux réalistes, vous avez Nikit Saint-Phal. Voilà. Nikit Saint-Phal, c'est un parcours qui est un parcours très riche, très compliqué aussi. Sa vie familiale n'a pas été très facile. Elle a été accusée très jeune par son père. Elle s'est vengée en créant des performances de tir à la carabine. Elle va rencontrer la femme d'un ami qui est enceinte, elle la regarde, et elle va créer ses nanas. Donc il y a toute l'époque des nanas, et puis elle va réaliser donc, un rêve, elle va acheter 20 hectares en Toscane, et elle va réaliser son jardin des tarots, qui est magnifique, avec des sculptures habitables. Donc c'est gigantesque, elle va mettre plus de 20 ans, ouais, ça a été ouvert au public en 1998, elle avait commencé à la fin des années 70. Et le crâne que vous avez ici, il est tout petit, hein, il fait que 1m15 sur 1m25, et elle va réaliser, ce sera d'ailleurs sa dernière œuvre en 2000, elle va réaliser un crâne comme celui-ci, qui fait 5 mètres de haut et qui est habitable. Voilà. Et quand on entre à l'intérieur, eh bien, tout l'intérieur est recouvert de miroirs. Voilà. Donc, vous entrez dans le crâne et vous vous affrontez devant tous ces miroirs. Le crâne, bien sûr, on va le retrouver avec Andy Warhol. Voilà. Donc, Andy Warhol, en 1976, va abandonner des représentations de portraits de célébrités mortes, vivantes, vais-je dire. Il est passé aussi par sa série des chaises électriques. Donc, quoi de mieux que la chaise électrique que la série des Skulls. Donc, ce sont des peintures acryliques polymères et de la sérigraphie. Andy Warhol, qui voulait n'être personne, cherche désespérément à n'être rien. Il utilise donc la photo d'un crâne, alors ça c'est pas bien du tout, je le dis tout de suite. Il utilise la photo d'un crâne qui a été ramené par un de ses assistants, volé au catacombe de Paris. Ça, moi je trouve que ça c'est pas bien. Ça c'est pas bien. Et déjà, sur base de ce crâne, d'ailleurs on pourrait la réclamer, hein. Et il va réaliser donc, des vanités froides, acides, hein, au niveau des couleurs, et complètement désublimé. Voilà.
Elles sont dédoublées également par le plan qui est la division qui est horizontale du fond, par l'ombre aussi portée par le crâne. Ces têtes de mort mélancoliques suggèrent la venue prochaine de la mort. Allez, on va jouer un petit peu et on va aller retrouver une dame qui s'appelle Annick Messager. Et Annick Messager, voilà, elle va utiliser des objets hétéroclites et populaires. Et là, vous voyez la taille, hein, quand même, 1m78 sur 1m33, donc c'est grand. C'est une œuvre qui est faite intégralement de gants et elle a fait passer dans chaque doigt des crayons de couleur. Voilà. Et donc ça donne ça. Et elle joue sur l'image en fait des terreurs enfantines. Messager disait un jour qu'elle jouait cela pour jouer avec la mort pour mieux la contenir. On reste dans les artistes qui travaillent le néon là avec Jean-Michel Alberola. Alors, Jean-Michel Alberola, il utilise le néon depuis 1994. Donc rien, celui que vous avez ici, correspond au début de sa création. Et il va pratiquer des jeux, des jeux en écrivant des slogans politiques, prophétiques, des messages ambigus. Avec Soria a servi à illustrer l'univers de Samuel Beckett. Aussi, voilà. La lumière est à l'image qui, à son tour, éclaire le monde. Voilà. Alors, pas fini. Là. Voilà, je vous présente une charmante dame qui est immortalisée. Ah, mais attendez, qui est immortalisée par Marco Lanza. Marco Lanza, c'est un photographe qui a fait plein de choses. Mais en 2000, il a réalisé l'illustration d'un album qui s'appelle Les Morts Vivants. Et il est allé dans une crypte, la crypte des Capucins à Palerme. Et dans cette crypte des Capucins, nous avons le premier frère qui a été enterré en 1559. Et des êtres humains ont été, non, des morts, des morts, ont été enterrés jusqu'en 1920. La particularité, c'est la demande spécifique des personnes qui reposent dans la crypte des Capucins. Elles vont subir une déshydratation. D'abord, le corps subit une déshydratation, lave le vinaigre près d'un embaumé, parfois scellé sous verre, dans un air très sec des catacombes. Ces effigies sont figées et elles sont toujours visitées par leurs proches. Dans le cas de la charmante dame que vous avez ici, elle avait en plus spécifié que quand ses proches venaient, eh bien, ils la changent. Voilà. Mais tout a une fin. Et le tourisme massif a fini par avoir raison de ce spectacle d'éternité. La respiration des vivants a entraîné l'implacable destruction des morts. Allez, plus vite. Yann Favre. Alors Yann Favre, c'est un charmant anversois. Un charmant anversois qui est un grand performeur, très subversif. Ça, ce sont ses œuvres les plus simples. Vous avez l'oisillon de Dieu. Donc il travaille, lui, il reconstitue des crânes sur base des litres de coléoptère. Il est fasciné par les scarabées, mais le scarabée, c'est un symbole d'éternité en Égypte, d'immortalité. Et il est, comme il dit, il est comme un ordinateur, il garde la mémoire des vivants. Voilà. Et donc, il a réalisé plusieurs crânes, comme ça, donc recouverts des litres. Et ce sont des animaux en palier, je vous rassure, ils étaient déjà là. Je ne veux pas vivre des problèmes. Maintenant, enfin lui, c'est son problème à lui. Mais bon. Maintenant, il y a, tu nous parlais des innovations en médecine aussi, il y a l'apparition des radiographies. La radiographie va permettre à tout un chacun de voir son crâne, de méditer sur lui tout en étant vivant. Et en restant vivant. Et là, nous avons un exemple bien particulier de Piotr Kuklanski, qui
détourne en fait les images qui sont liées à l'histoire de l'art. Ici, vous avez un crâne qui a été irradié par thermographie. Ce qui est très amusant, c'est que cette œuvre a été faite, donc cette image photographique, et son œuvre a été faite en 2003. Et en 2003, il y a un film incontournable qui sort, Pirates des Caraïbes. Non, mais si je le dis, c'est parce qu'il a superposé le crâne avec deux humérus, voilà. Et c'est pas anodin, donc il fait référence aux pirates, mais c'est son mécène principal. Et c'est le crâne de François Pinault. Donc, c'est aussi, de manière un peu détournée, tu ne serais pas le pirate, toi. Il y a un grand nombre d'affaires comme les. Bien beaucoup du. Mais en tout cas, son œuvre, elle a été présentée lors de l'inauguration du Palazzo Grassi. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il est devenu hyper célèbre. Et M. Pinault l'adore pas. Donc voilà. On peut. Voilà. Et il y a un rapport assez mortifère entre les deux hommes. Vous l'avez remarqué. Ah, vous aviez faim, j'en ai déçu. Dimitri Tsikhalov, c'est un Polonais. Voilà, qui lui il humanise le végétal par le nez. Selon un procédé d'hypercarnation, ces fruits et légumes voient leur fonction nutritive court-circuitée. Il crée un sous-genre esthétique que l'on pourrait crûment appeler l'écrudité. Ces vanités à croquer font du vivant quelque chose en train de mourir. Heureusement. C'est chou, hein. Alors, donc là, on est avec Nicolas Rubinstein. Nicolas Rubinstein, c'est un jeune artiste, il est en 64. C'est un jeune artiste marseillais qui va travailler, il n'est pas le premier, détourner Mickey. Il va réfléchir sur Mickey à cause de quelque chose. Mickey, en hébreu, signifie la fin. Et donc, lui, étant juif, il va travailler d'abord, il va créer le Mickey demi-squelette, là, et puis il va donc le travailler, également, ceci date de 2006, os, résine et cuivre. On peut dire que la vanité devient grinçante, l'homme mortel aussi, voilà. Et puis, moi j'adore aussi, ça c'est Subodh Gupta. Subodh Gupta, c'est un Indien. Alors c'est un Indien qui évoque de manière commémorative des catastrophes. Ce qui est intéressant, c'est que donc lui d'abord, il ne travaille qu'avec des batteries de cuisine, donc ne jetez rien. Gardez les batteries de cuisine, voilà. Mais ça a un sens très 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 profond. En Inde, quand il y a un cataclysme, quand il y a une catastrophe, quelle qu'elle soit, en fait, pas qu'en Inde, mais les Indiens disent « Dieu a faim ». Et lui dit « Si Dieu a faim, il ne se contente pas d'une seule assiette ». Et donc, il va travailler sur ces batteries de cuisine. Celle-ci, c'est une œuvre unique, c'est une création unique, qui s'appelle CB1, pour Claude Berry. C'est une commande qui a été passée par Claude Berry quelques temps avant sa mort. Donc il a voulu un portrait funèbre qui apparaît un peu comme un tombeau baroque édifié en l'honneur du cinéaste qui est décédé des suites d'un hématome intracrânien. Voilà. Trompe-l'œil, une petite chemise, voilà. On vient à des choses, voilà, pas forcément bien passées. Je vous propose 3 chemises cardin, là, qui sont en marbre de Carrare. Voilà. Et donc ça, c'est le travail de Jude Nelson. Jude Nelson, c'est un monsieur qui a 82 ans et qui continue à travailler sur la perception de la vision. Il disait, s'il y a une activité qui se déroule dans mon atelier, c'est apprendre à voir. Et il travaille, donc dans ce cas-ci, c'est du marbre. Et quand on a eu l'occasion de voir une de ces chemises lors d'une exposition, la première réaction, on se dit oh, elle est mal embrassée, et puis elle est sale. Et en fait, c'est la veine. Il a travaillé sur une veine du marbre qui donne l'impression d'avoir une tache, de laisser une tache.
au moins vous n'avez pas de problème de colle, ça reste. C'est bien amidonné. C'est bien amidonné, voilà, tout à fait. Ben, c'est un peu lourd, oui. Hein. Là, je te donne les dimensions, je ne te donne pas le poids, mais c'est du marque de Carrare quand même. Voilà. Alors, on avance. Ah oui, ça c'est Père Noël. Non, c'est pas encore Père Noël. Voilà, Piero Fornasetti. Piero Fornasetti, milanais, qui est un designer qui a créé plus de 11 000 pièces. Et cette femme que vous connaissez, parce qu'il se sert toujours de cette femme, c'est une cantatrice du 19e siècle qui s'appelait Lina Cavalieri. Et elle a subi, entre guillemets, au travers de ses assiettes, 350 métamorphoses depuis sa création en 1951. L'assiette que j'ai isolée ici, c'est une fausse cassure, hein, vous pouvez manger sans problème. Donc elle rentre aussi dans le registre des trompe-l'œil. Et puis Henri Cadieux, voilà. Henri Cadieux avec la déchirure. Henri Cadieux, c'est le créateur du groupe Trompe-l'œil Réalité, qui a été créé en 1973 et qui, avec ses amis, donc, revisite les chefs-d'œuvre. Ce qu'il faut bien que vous vous disiez, c'est que c'est une œuvre en 2 dimensions. Donc c'est un vrai trompe-l'œil. Vous ne pouvez pas arracher, vous ne pouvez pas déchirer pour faire ressortir Mona Lisa. Ça va? Mais Mona Lisa, qu'est-ce qu'elle aurait dit du crâne For the Love of God de Damien Hirst? Voilà. Vous savez, je ne suis qu'une faible femme. Et là, je vous présente donc un crâne. Alors, ce crâne, il n'est pas anodin. En fait, il a acheté un crâne humain, voilà, qui a été acheté. C'était un jeune homme, on peut dire un homme d'une trentaine d'années, qui a vécu au XVIIIe siècle. Il l'a acheté, je ne sais pas dans quelles circonstances. Et il en a fait une réplique. Il l'a recouvert de platine. Et cette œuvre emblématique, c'est, mesdames et messieurs, 8601 diamants, 1106 carats, un diamant rose, on ne voit pas bien sur la photo, un diamant en poids rose qui lui a coûté, parce qu'il a fait réaliser par un bijoutier, Bentley Esquiner, qui est basé à Piccadilly, lui a coûté 14 millions de livres. Non, c'est rien du tout. C'est rien du tout, puisqu'il a vendu en 2008 à un consortium, on va dire, à des investisseurs qui ont payé 100 millions de dollars. Eh oui, eh oui. Cela nous incite vraiment à la réflexion, à la méditation. Andy Warhol disait « La mort peut vraiment faire de toi une star ». Ma présentation n'avait pas cette vocation, mais plutôt celle de vous instruire et vous divertir grâce à la participation de 2 amis, Eric Linatz et Sylvie Dubois. Et surtout, prenez bien soin de vous et portez un regard plus qu'admiratif sur le travail d'Édith Delattre. Et bien voilà. Merci.